Bonjour. Eh bien voilà, bonjour. Bonjour. Un nouveau format de vidéo aujourd'hui qu'on va vous proposer sous forme de dialogue tout simplement, très libéré. Voilà, entre Tony D'Acosta et moi, Fabien Marchand. Oui. Donc on va appréhender plusieurs sujets aujourd'hui. Oui, voilà. Nous avons pris cette initiative parce que nous avons reçu souvent beaucoup de questions qui semblent être des idées reçues, surtout dans la flamme jumelle. Donc nous avons cumulé, rassemblé ces questions et on va essayer de vous répondre le plus clairement possible. Donc on va prendre une idée reçue après une autre et puis on va en débattre. Voilà, tout simplement à bâton rompu. Et vous pourrez ainsi vous faire vos propres idées sur ces idées reçues et peut-être même avoir de nouvelles idées reçues en fait dans votre tête qui vont vous traverser, auquel cas il faudra nous les faire parvenir. Alors, est-ce qu'on peut avoir plusieurs jumeaux de flammes jumelles? Bien évidemment non. Non, ça n'est pas possible. Déjà, ça n'est pas possible, puisque le concept même de la flamme jumelle, c'est bien d'avoir une âme divisée en deux parties. On ne dit pas, on ne prétend pas qu'une âme peut être divisée en plusieurs parties. Hein. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire, cette âme, finalement, j'ai décidé, moi, avant de m'incarner, que mon âme allait être divisée entre ma partie à moi, plus une partie à Norbert, plus une partie à Roger, et puis moi, je vais prendre la polarité, je sais pas, la polarité yang, voilà, le masculin sacré, et puis Robert va prendre la polarité féminine, la yin, et puis Norbert va prendre, quelle polarité justement? C'est là où les écrits anciens, en fait, ne nous indiquent jamais qu'une âme peut être divisée en plusieurs parties et porter différentes polarités. Alors, j'ai lu certaines choses de pseudo-thérapeutes, voilà, ou de personnes qui peut-être sont bien intentionnées, je n'en sais rien, prétendant que on est porteur bien d'une polarité et on peut avoir un autre jumeau qui porte la polarité qui vient nous compléter et éventuellement une troisième personne qui va porter la même polarité. Mais c'est pas possible non plus parce que là aussi, dans les écrits anciens, on ne trouve rien concernant effectivement une âme divisée en plusieurs parties, incarnées en plusieurs corps. On parle effectivement, par exemple Platon, effectivement, parle de l'âme divisée en deux. Plotin, plusieurs décennies après, parle également d'âme divisée en deux. Dans des écrits judaïques, on retrouve également la notion même des flammes jumelles, donc d'une âme divisée en plusieurs, en deux parties et donc deux polarités. Et de toute façon, finalement, lorsqu'on regarde toutes les médecines ayurvédiques, tous les courants énergétiques, on retrouve toujours effectivement deux énergies qui se complètent parfaitement et en faisant des recherches dans des textes anciens, on trouve effectivement bien un peu les mythes et les légendes comme Isis et Osiris. Voilà, on va retrouver effectivement toujours le masculin sacré et le féminin sacré, mais on ne trouve pas, j'allais dire, monsieur, madame, plus l'amant de madame, plus la maîtresse de monsieur. Voilà, on ne trouve pas ces concepts-là. Donc, non, il n'y a pas, on n'a pas plusieurs jumeaux de flammes jumelles. Il y a un deuxième courant qui embrouille aussi un petit peu les choses, c'est le walking. Voilà, le walking qui prétend, alors évidemment j'y adhère absolument pas parce que ça n'a aucun sens, mais qui prétendrait qu'une âme peut changer de corps. Voilà, peut changer de corps, voilà, on a une mission de vie, et puis cette mission on la loupe. Alors, du coup, c'est plus la peine de rester dans ce corps-là. Alors, hop, on change de corps. Hein. C'est un peu comme un tic, voilà, qui saute d'un chien à un autre. Ça, c'est... Par contre, le tic, il reste lui-même dans son propre corps. Voilà. Il va sur un autre corps. Donc, voilà. Ça ne tient pas. Ça tient pas non plus la route. Donc, c'est un mauvais exemple. Mais l'idée du walking, effectivement, alors c'est hyper séduisant, voilà, c'est que si vous avez loupé, c'est pas grave, changez tout dans votre vie, et puis reprenez tout à zéro et faites autre chose. Voilà. Bon. Là aussi, c'est très récent, si on
est vraiment dans le courant New Age, et si on fait des recherches, effectivement, on trouve absolument rien d'ancien dans des écrits effectivement fiables qui parleraient effectivement de cette théorie. Donc, moi je suis pas là pour chercher des explications de pourquoi ces concepts effectivement ont été créés, pourquoi ils existent, mais effectivement on peut être interpellé et se dire qu'il y a peut-être quelque chose de très psychologique, de très émotionnel chez les personnes finalement qui prétendent avoir plusieurs jumeaux de flammes jumelles, ou même ceux qui ont inventé effectivement ce concept effectivement du walking. Mais moi, je ne suis pas bien placé pour pouvoir y répondre. On peut, nous, constater, effectivement, en rendez-vous, que certaines personnes se sont trompées de jumeaux, et pour plusieurs raisons. Oui. Je pense que, pour la plupart de ceux qui croient avoir plusieurs jumeaux de flammes jumelles, il y a, à mon avis, une dépendance affective très forte, et que se permettre de dire mon jumeau c'est telle personne, ça serait se limiter uniquement à cette personne, alors que peut-être que la relation ne va pas marcher. Et certainement la relation de flamme jumelle, ce n'est pas tout rose, hein? C'est l'autre est là pour nous montrer le travail qu'on doit mener, le travail qu'on doit entamer pour atteindre son unicité. Donc évidemment il n'aura pas du confort. Le confort viendra éventuellement lorsque l'unicité aura été entamée, atteinte à un certain niveau. Oui, jusqu'à un certain pourcentage, effectivement, rien n'est palpable et tangible, et à un moment donné, effectivement, le travail sur l'unicité va porter ses fruits, effectivement, et va permettre, effectivement, dans la relation, entre autres, d'avoir quelque chose de beaucoup plus paisible. Mais j'ai envie de dire que l'autre soit là ou pas, la personnalité qui va effectivement travailler sur son unicité, de toute façon, aura une bien meilleure sérénité. Néanmoins, on a des personnes effectivement qui peut-être essaient de fuir le travail de l'unicité, et c'est peut-être plus commode pour elles, du coup, de s'inventer un autre jumeau. Oui, donc de rentrer dans le déni, de regarder ailleurs au lieu de regarder sur la vraie racine du problème et de travailler sur soi. Puisque, en ce qui me concerne, la flamme jumelle va être avant tout un travail personnel sur nos parties d'ombre et nos failles, les défauts. Et par là, j'entends bien que ce sont des choses qu'on doit atténuer et travailler pour soi et pas pour être en couple avec l'autre ou faire en sorte que l'autre vienne à nous puisque il s'est barré il y a très longtemps, peut-être parce que on était insupportable ou parce que lui aussi il avait besoin de cette distance justement pour pouvoir faire son propre travail personnel. Oui, ça peut être l'inconfort qu'on ressent à cause des effets miroirs qui existent avec notre vrai jumeau, qui peut faire qu'une personne va peut-être dire c'est pas lui, c'est quelqu'un d'autre que je viens de rencontrer, ou comme tu le dis, effectivement, ça peut aussi être l'éloignement et le temps d'éloignement qui devient long. Hein. On peut imaginer un binôme FJ avec une séparation, je sais pas moi, de 4 ans par exemple, et celui qui sait être FJ avec son jumeau, mais son jumeau ne veut pas de la relation. Effectivement, peut-être que cette personne va partir vers quelqu'un d'autre, et la simplicité pour elle, ce sera peut-être de dire je me suis trompé de jumeau et c'est cette personne-là mon vrai jumeau. Voilà. Et en fait, ça n'a pas de sens. C'est-à-dire qu'on peut identifier notre vrai jumeau, et comme le concept même, le phénomène même de flamme jumelle, c'est d'atteindre l'amour inconditionnel en commençant par l'amour inconditionnel envers soi-même, on peut tout à fait dire je m'aime assez, maintenant moi, pour faire ce qui est bon pour moi. Ce qui est bon pour moi, c'est finalement de ne plus attendre mon jumeau, c'est à lui de comprendre le travail qu'il a à faire. Et finalement, en m'aimant moi-même, j'accepte aussi de l'aimer lui-même pour ce qu'il vit. Dans ce qu'il vit, c'est pas grave. Voilà, l'amour inconditionnel, c'est je l'aime sans condition, je l'aime même s'il est en couple, même s'il est célibataire, même s'il est loin, même si on se parle pas, même s'il n'y a pas d'échange. Et je m'aime assez pour vivre autre chose. On n'est pas obligé de dire c'est plus mon jumeau, puis celui-là, c'est celui avec lequel je suis, c'est mon vrai jumeau. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est pas comme ça qu'on identifie un jumeau d'ailleurs. C'est pas par une décision ou une volonté.
Exact. Ce n'est pas un supermarché là où vous allez choisir ce que vous voulez ou ce que vous ne voulez pas. Donc, on ne passe pas par ce supermarché-là. C'est un autre système complètement différent. Oui. D'une certaine manière, on a déjà répondu. Non, on peut pas décider. Enfin, pour moi, en tout cas, on peut pas décider qui est notre jumeau de flamme jumelle. Je vais reprendre l'allégorie que tu prenais du supermarché. Ça n'est pas, oh, ce navet, non, il n'est pas assez beau. Non, finalement, je vais prendre celui-là. Ça, vous pouvez le faire. Hein, c'est très bien dans les supermarchés. Mais par contre, face à votre jumeau, non. Votre jumeau, c'est votre demi-âme. Vous êtes sa demi-âme. Il va chambouler des choses en vous. Il va jouer son rôle en fait de chambouleur, de chamboule-tout, voilà, de boule de bowling dans vos quilles, et il va venir effectivement appuyer sur des choses qui vont vous mettre inconfortable. Mais cet inconfort ne doit pas générer en fait de remise en question et de dire non, je vais prendre quelqu'un avec qui c'est plus fluide, et puis ce sera lui mon jumeau. Voilà, non, c'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. Et je pense aussi que on peut croire que cette relation, ça n'est qu'un chemin qui a un seul sens, tel que lui, il génère tellement de confort en moi, mais on peut aussi oublier qu'on génère beaucoup de confort en lui. Ce n'est pas parce qu'il n'en parle pas, qu'il ne laisse pas cette partie de gênance apparaître que rien ne se passe à l'intérieur. Il y a beaucoup d'inconfort aussi. Et justement, une partie du travail, ça va être de comprendre que l'effet miroir qui vient de se passer, je dois apprendre à le gérer. Qu'est-ce que ça réveille en moi en fait? Donc cette relation ne va pas être seulement tu me fais souffrir en prenant uniquement ton effet miroir comme étant la seule chose au centre de l'univers par exemple, puisque l'autre a aussi des ressentis et des émotions qui sont éveillées, qui sont parfois très fortes et pour autant peut-être l'autre n'explose pas. Pour étayer, effectivement, si on prend les deux polarités, le chaser est plutôt en introspection, c'est plutôt quelqu'un qui s'enferme dans sa grotte quand il a un problème, donc si on vient de faire quelque chose qui le dérange, l'insécurise par exemple, ou le rend inconfortable, il n'ira pas forcément le verbaliser, il ne va pas forcément le reprocher, tout simplement parce que son idée c'est je gère mes émotions et l'autre gère ses émotions, et si l'autre a fait ça, c'est que c'est ce qu'elle veut, tout simplement parce que le chaser fonctionne comme ça. S'il fait quelque chose, c'est qu'il a géré ses émotions et que ce qu'il est en train de faire, c'est ce qu'il veut. Et donc, voilà, il a décidé il n'aura pas besoin de verbaliser et de dire « ce que tu viens de faire, ça me fait souffrir ». Déjà, un chaser ne peut jamais dire ça. Il va dire ce que tu viens de faire me permet de me rendre compte que c'est pas ce que je veux vivre, donc on arrête là. Voilà, ça c'est plutôt une verbalisation de chaser, c'est plutôt le fruit d'une déduction. Mais en même temps, le runner, avec un faux self, je rappelle le faux self, personnage fictif créé de toutes pièces pour cacher les vulnérabilités, faire semblant, être à tout prix aimable, le runner peut aussi dire non, tout va bien, alors qu'en fait, non, ça va pas bien du tout. Non, mais le plus important, c'est que toi, t'ailles bien, alors que c'est pas vrai du tout, mais c'est compliqué. De toute façon, la relation FJ, elle va venir effectivement appuyer systématiquement dans des petites failles, dans des petites fêlures qu'on n'aura pas travaillé, ou pas assez, ou dont on n'aura tout simplement pas pris conscience. Et donc, par confort et par commodité, on peut pas dire oui, non mais je veux pas de ce jumeau-là, je veux pas de cette personne-là, je préfère que mon jumeau ce soit celui-là. Ou la chose la plus courante, c'est un pervers narcissique. Voilà, alors ça... Et surtout, de la partie chez les runners, voilà, on va trouver ça, puisque les runners vont se laisser influencer par des personnes extérieures ou très proches de lui qui vont le conseiller mal et l'opposer à mettre fin à cette relation parce que finalement, ils vont lui dire « il te fait souffrir ». Donc il n'est pas ton jumeau. C'est une relation toxique. Voilà, ça c'est ce que les proches effectivement vont dire. Et puis il faut faire attention de ne pas prendre des conseils en fait auprès de personnes qui ne sont pas capables ou compétentes, le terme est un peu fort, pour diagnostiquer en fait est-ce que cette relation est une relation qui est saine ou est-ce que c'est une relation au contraire qui
pourrait devenir toxique, reposerait sur des mauvaises fondations. Il y a effectivement ce mécanisme dans la nuit noire de l'âme, dans la détresse, dans le questionnement que toute flamme jumelle peut avoir, à un moment donné, de chercher à comprendre qu'est-ce qu'on fait mal, qu'est-ce qui ne matche pas en fait dans la relation, quelle est notre part de responsabilité personnelle, voilà, dans la relation, ou et ça, ce qui est le plus courant, l'interprétation des actions ou inactions de l'autre, qu'on va avoir besoin de confronter en fait à des proches, à des personnes qu'on estimera de bons conseils. Parfois, il y a d'ailleurs pas ce filtre-là, c'est-à-dire qu'on parle simplement à quelqu'un parce qu'il est là. Donc, il faut faire attention à ça, hein. Je l'ai dit et répété à plusieurs reprises, il n'y a qu'une flamme jumelle capable de comprendre la mécanique flamme jumelle, et donc peut-être non pas de conseiller, parce que là je pense qu'il faut avoir atteint l'unicité, il faut vraiment être dans un équilibre des cas de conscience, vraiment pour pouvoir aider quelqu'un, et encore il faut connaître sa polarité, mais en tout cas pour comprendre une flamme jumelle, il faut être soi-même une flamme jumelle. Alors, j'entends souvent, et on me dit souvent, tout ça c'est un raisonnement sectaire, c'est une secte les flammes jumelles, elles se trouvent plus mieux que les autres, c'est très arrogant, c'est de l'entre-soi, voilà, alors bon, peut-être que vu de l'extérieur c'est comme ça, mais je suis presque sûr que dans un club d'astronomie, tout le monde parle d'astronomie, et ceux qui sont en couple avec ces personnes-là doivent se dire mais c'est une secte en fait ce club d'astronomie, ils font pas que parler de ça, voilà. Alors je prends cet exemple, mais j'aurais pu prendre n'importe quoi, je sais pas si votre passion c'est le yoga, pour les membres de la famille qui vous ont toujours connu et qui ne connaissent pas, ne comprennent pas ou n'ont aucun intérêt pour le yoga, vont peut-être penser que vous êtes dans une secte aussi. Donc tout ça c'est des choses, en fait il faut pouvoir prendre du recul, il faut pouvoir faire effectivement abstraction du jugement des autres, et surtout l'avis des autres ne doit pas devenir un besoin. Même dans une très grande détresse, l'avis des autres ne doit pas avoir un pouvoir de nous faire changer d'opinion, d'avis, ou de dicter des comportements qui soient différents, voire même de remettre en question complètement en fait, la relation qu'on a avec son jumeau ou sa jumelle. Peut-être que ça a un intérêt de rajouter que l'intérêt justement dans ce parcours, c'est de se questionner, rechercher, trouver les réponses à ces questions, puisqu'on a une intime conviction que cette relation ne peut pas être quelque chose de banal, quelque chose de lambda, puisque il y a tous les points qui matchent. Donc ces recherches doivent faire office de lumière, voilà, pour venir éclairer ces questionnements que la personne a et qui est tout à fait naturel et normal, surtout en début de parcours, je pense. Oui, c'est aussi ce que Jung disait, hein, de toute façon, on ne s'élève pas vers la lumière en sortant de soi et en regardant vers le ciel. On apporte la lumière en nous et on va rayonner, au contraire, en allant à la rencontre en fait, de nos ombres. Et d'une certaine manière, le fait de questionner d'autres personnes, de donner du pouvoir à d'autres personnes, en fait, nous empêche d'aller vraiment dans notre intériorité et de se confronter, effectivement, comme tu disais, à tout ce qui est blessure, à tout ce qui est tangent, en fait, en nous, et nous met dans des peurs, voilà, ou des souffrances, ou de la colère, peu importe, mais c'est cette intériorité qui devra de toute façon, coûte que coûte, être explorée. Dans cette question qui est posée, est-ce qu'on peut choisir notre jumeau? Moi, je devine quand même beaucoup de détresse, beaucoup de questionnements. Alors, bien sûr, il y a aussi certainement un courant New Age qui fait tout son travail de sape et d'infantilisation et d'enjolivement en fait de la relation FJ. Et d'une certaine standardisation, voilà aussi, puisque oh, toi t'es comme moi, donc on est pareil. Non, chaque personne est unique, chaque personne a vécu des choses très spécifiques et uniques à sa vivance, et d'aucune manière, personne n'est pareil à quelqu'un d'autre. C'est d'ailleurs tout ce qu'on défend, c'est tout ce qu'on explique continuellement en rendez-vous. C'est qu'on va partir sur une base vertueuse, on va partir sur
les connaissances de la psychologie, de la gestion des émotions, du développement de la personnalité, des ingrédients de la personnalité. On va faire face aux blessures qui sont là, on va tenir compte de leur existence, on va pas mettre un drap dessus, on va pas non plus dire « Ah oui, si t'es en colère, c'est parce que les autres ne comblent pas ton besoin, etc. » Non, on va chercher pourquoi il y a un besoin, pourquoi on ne comble pas nous-mêmes, etc. On va faire ce travail-là. Là où le courant New Age, effectivement, va poser des standards. C'est paradoxal, parce qu'on sort de la matrice pour quitter des standards, en fait, qui ne nous parlent plus. Et on tombe dans le courant New Age qui nous impose de nouveaux standards. Alors il faut être dans la gratitude, alors il faut être dans le pardon. Non, je peux pas. Moi, j'arrive pas à être dans la gratitude tout le temps, j'arrive pas à être dans le pardon tout le temps. C'est normal, on est humain. Voilà. Donc on ne peut pas être tout le temps dans cette espèce de flottage en dehors de son corps. On remercie l'univers pour tout et n'importe quoi, la petite plume blanche qui tombe. Arrêtez, ancrez-vous d'abord. Oui. Soyez dans le présent, prenez conscience de tout ce qui est vos besoins déjà et arrêtez d'être dans cet enjolivement de la réalité et tout ce qui vous dérange sera « Ah, c'était mieux comme ça, donc il faut mettre fin à ça ». Voilà, c'est à ça que ça revient toujours le courant New Age, puisque ils sont dans un refus de tout ce qui semble être négatif, mais c'est ce qui fait partie de la vie. La vie, elle est ombre et lumière. Voilà, il faut trouver l'équilibre dans la chose. Et justement, si ce courant New Age tombe face à une ombre, à une réalité difficile, une expérience, un événement difficile à vivre peut-être, c'est justement pour la ramener dans la réalité qu'elle a continué à refuser et de poser un drap dessous en taguant cette chose comme étant un pervers narcissique par exemple et passe à la suite. C'est ça. En fait, la notion de spiritualité pour le courant New Age n'est pas du tout en fait en lien avec le fait d'affronter, d'accepter et même d'accueillir nos parts d'ombre pour voir ce qu'elles nous apportent, parce qu'elles nous apportent factuellement beaucoup de force également, et beaucoup de compréhension de soi, finalement, parce que si on n'est pas fait pour quelque chose, c'est nos parts d'ombre qui vont nous l'indiquer. C'est pas... Le courant New Age nous vend du rêve, entre guillemets, en nous disant qu'on mérite le meilleur, qu'on a droit au meilleur. Alors dans les lois d'attraction, c'est complètement exact, c'est complètement vrai, mais pas dans ce qui fait appel aux ombres, en fait. C'est-à-dire que on n'aura pas quelque chose qui vient contredire finalement nos parts d'ombre intérieures, donc il faut les connaître, il faut les comprendre. Et donc c'est forcément sortir d'un standard. Et c'est là où, effectivement, nous on est complètement à l'envers de ça, puisque on va amener les gens dans une personnalisation de leur unicité, de tenir compte effectivement de leurs forces et de leurs faiblesses, là où le courant New Age veut à tout prix faire rentrer des gens dans différentes cases. Par exemple, ça sera... ah, mais ton jumeau il est pas assez spirituel parce que sinon il t'aimerait comme tu es. Bah non, si t'as de la dépendance affective, non, si t'as des besoins complètement fous, non, si tu sais pas gérer tes émotions, non, ton jumeau il va pas t'apporter ça. Non. Et comment pourrait l'autre t'accepter tel que tu es si tu ne sais même pas qui tu es et que tu joues un rôle? Donc... Et que d'une certaine manière, comme tu sais pas qui tu es, tu t'acceptes déjà pas toi-même tel que tu es. Alors on le voit beaucoup avec le profil, mais je vais pas donner l'impression de charger un profil plutôt qu'un autre, parce que le jazzard il a son lot il a ses brouettes, j'ai envie, de dualité, mais c'est bien visible avec le runner et la fabrication de son faux self, par exemple, de faire semblant d'être quelqu'un d'autre, de donner satisfaction à celui qui est immédiatement en face. Il y a une forme de négation et de rejet, de refus en fait de lui-même. Donc moi, pour en finir un peu avec cette question, ce serait, je pense moi avoir fait le tour de cette question-là, dans les réponses que je peux donner. Je pense que cette question posée là, elle indique beaucoup de détresse chez la personne qui pose cette question-là, voilà, qui se questionne ou qui a ces croyances limitantes-là, ces pensées limitantes-là, ces idées reçues-là en fait dans la tête. Je pense qu'il y a une forme de consommons quelqu'un d'autre, parce que mon jumeau n'est pas consommable. Il faut que je trouve quelqu'un d'autre qui va venir combler en fait mes besoins, parce que après tout on m'a dit que j'avais le droit au meilleur. Voilà, moi c'est ce que
Donc évidemment, c'est antinomique de l'évolution de l'individu. Parce que là, on serait dans un monde de bisounours où il y aurait des pétales de rose partout et puis de la guimauve à tous les coins de rue. Factuellement, c'est pas comme ça la vie, quoi. Non, il n'est pas vrai, puisque on peut avoir peut-être des intérêts communs dans un même domaine, mais avec un intérêt personnel qui soit complètement différent de l'autre, ce qui va évidemment démontrer factuellement que l'on n'est pas identique. On est bien opposés mais complémentaires dans le sens où la façon d'entreprendre un sujet et de le répondre va être différent de l'autre, sauf que complémentaire. On peut s'inspirer de l'autre pour atteindre un certain équilibre dans la façon d'aborder un sujet ou un intérêt et pouvoir s'investir d'une certaine façon. On a en fait des mêmes centres d'intérêt. Dans une FJ, il est tout à fait courant qu'on aime les mêmes choses, mais pas de la même manière. C'est-à-dire que on peut prendre l'exemple d'un binôme où il y aurait les deux jumeaux qui font de la création artistique. On aura, donc les deux ont un centre d'intérêt, par exemple, je ne sais pas moi, la peinture, voilà, tous les deux vont se retrouver sur ce centre d'intérêt, vont avoir des discussions sur ce centre d'intérêt, effectivement, de la création artistique, mais on va avoir, la majorité du temps, un runner qui va créer parce qu'il a besoin d'exprimer des choses, c'est sa manière d'évacuer des trop-pleins, c'est sa manière de transmettre des choses aux gens au travers de ce qu'il n'arrive pas à écrire ou à verbaliser, donc il crée quelque chose, un tableau par exemple, et ce tableau va être l'expression de ses émotions. Et en parallèle, on va avoir un jazzeur complémentaire, donc qui fait partie du binôme, hein, c'est le binôme FJ, le jazzeur qui peut-être va aussi faire de la création artistique, mais lui, ce qui va l'intéresser, c'est l'aspect technique, l'aspect irréprochable, l'aspect parfait de la technique de peinture par exemple, et de transmettre des messages, par exemple, je sais pas moi, comme Léonard de Vinci a pu le faire par exemple, transmettre des messages dans ses tableaux, ou de l'arithmétique, ou des mathématiques, voilà, et puis surtout, pour un jazzeur, ça sera vendre l'œuvre, hein, ce sera être payé pour, et ça va. Voilà, et voilà. Est-ce que ça va m'apporter quelque chose financièrement parlant? Et là, ça deviendra sa carrière, mais du coup, ce sera pas quelqu'un qui crée parce qu'il en a le besoin, mais qui crée parce qu'il en est capable et qu'il veut en vivre. Voilà. Et donc, on va avoir pourtant un centre d'intérêt évident, qui est la création artistique et puis la peinture, dans ce binôme. Et pourtant, la manière de faire est complètement différente, opposée d'une certaine manière, parce que l'un ne comprendra pas les motivations de l'autre, et pourtant parfaitement complémentaire, parce que c'est finalement ce que l'un et l'autre vont avoir à apprendre, c'est que celui qui arrive à vivre de son activité devrait peut-être chercher à exprimer des choses très personnelles dans sa création, et celui qui exprime beaucoup de choses dans sa création devrait peut-être accepter effectivement de vendre ses toiles. Voilà. Et finalement, ça sera ça la vraie complémentarité. Mais au départ, c'est pas le cas du tout. Le binôme FJ, lorsqu'ils se rencontrent au début de la relation et sans atteindre l'unicité, ils sont aux antipodes de ça. Et ce qui va aussi pour illustrer peut-être un peu mieux, évidemment ton exemple est parfait, très factuel, mais là, ce qui peut permettre cette confusion aux gens, c'est que la libération de l'enfant intérieur du chaser et l'ancrage soudain du runner va aussi permettre cette confusion que on est identique, alors que non, c'est je me sens plus fort, on est bien. Et il y a plusieurs facteurs qui vont aussi se mettre en place à cet instant-là.
et qui va permettre cette confusion. Voilà, des facteurs que je ne veux pas en parler, peut-être qu'on va en venir plus tard, mais tels que, voilà, l'ancrage du runner qui va prendre force finalement peut-être pour la première fois dans sa vie, et ce chaser qui va se libérer, va lâcher prise sur son enfant intérieur et le laisser parler, s'exprimer, exister finalement, et ils vont trouver des trucs en commun, et à nouveau, l'intérêt, le vrai intérêt derrière ne sera jamais le même s'il y a un domaine en commun. Oui, c'est tout à fait le cas. Dans le binôme, soit on va avoir un runner qui est dominé par son enfant intérieur, et l'adulte est en RTT, enfin il n'est pas là, il est en vacances quelque part, soit le chaser a enfermé son enfant intérieur, l'enfant n'est pas là et c'est l'adulte en fait qui va commander, hein, c'est vraiment le terme commander. Ça c'est le mode de fonctionnement de leur vie en fait, c'est-à-dire 80% de leur vie ou 90% de leur vie ils fonctionnent comme ça. Et il se trouve que au moment de la rencontre et pendant la période de la conjugaison, eh bien, ce sont les deux enfants intérieurs qui communiquent ensemble et qui sont l'un en face de l'autre. Donc effectivement il y a cette communion des deux qui peut effectivement laisser penser qu'on est identique, mais quand les premiers effets miroirs arrivent et que les tensions effectivement débutent, on se rend bien compte que c'est parce qu'ils sont à nouveau dans leur mode de fonctionnement habituel, hein, de 80% du temps, que je disais tout à l'heure. Et c'est là où on voit bien effectivement qu'on est fondamentalement opposés, mais complémentaires, puisque on voit bien que si on en revient à la racine de la personnalité, si c'est l'enfant effectivement qui est un peu plus écouté et entendu, on arrive effectivement à se remettre en symbiose avec le jumeau. Mais il faut pour autant pas confondre et penser qu'on est identique. Et évidemment que la réponse à cette question est non. Puisque, comme on a déjà répété à plusieurs reprises, l'autre vient nous révéler des parties d'ombre, des défauts, des failles qu'on doit prendre conscience et avoir la volonté, voilà, de devenir notre meilleure version. Si le fait de savoir qu'on est flamme jumelle, ça suffisait pour trouver un équilibre, cette vidéo n'existerait pas, il n'y aurait pas 30 et quelques vidéos produites sur le chemin, tu n'aurais pas fait non plus les 13 signes que vous êtes flamme jumelle. Non, ça ne suffit pas. C'est une idée reçue, pour moi c'est une idée reçue qui vient des personnes qui ne veulent pas entamer un travail personnel, qui ne veulent pas se transformer, qui sont beaucoup dans, c'est ce que je constate hein, depuis des années, ce sont des personnes qui sont beaucoup dans le mode de fonctionnement des soap opéras, des séries télé et de Walt Disney, c'est-à-dire je rencontrerai une personne, cette personne elle sera parfaite pour moi et ça ira très bien. Des personnes qui vont dire mon jumeau, il me prend comme je suis, c'est comme ça et c'est pas autrement. Voilà. Ou alors, moi, l'amour, j'y crois, c'est tout faire pour l'autre. Bon, bah là, effectivement... Très clairement, de la dépendance affective. Dans tout ça, tout est faux. Il y a de la dépendance affective, il y a de la toxicité relationnelle, il y a plein de choses dans tout ce qu'on vient de dire déjà, là, dans toutes ces pensées-là. Donc déjà, si vous habitez ce que je viens de dire, c'est pas bon, hein. Voilà, pas bon du tout. Non, bien sûr que non. Le fait de savoir qu'on est flamme jumelle, ça suffit pas pour trouver un équilibre. Tous ceux qui ont traversé des nuits noires de l'âme de 4, 5, 7 ans, 10 ans, pour certaines personnes, des personnes plus de 20 ans, voilà, au fond du trou, non. Pourtant, elles savaient qu'elles étaient FJ, mais ça n'a rien changé. C'est la durée et la longueur et l'intensité de la souffrance et des manques qu'on peut ressentir dans la flamme jumelle est à la hauteur, c'est ce que j'explique souvent, est à la hauteur de l'ego qui nous habite. C'est un bon point de mesure, ça, je pense. Juste pour compléter, ou peut-être mieux illustrer, je pense que si savoir qu'on est une flamme jumelle suffisait au travail, il n'y aurait pas de souffrance. Il n'y aurait plus de souffrance nulle part, tout le monde serait en unicité, pleinement complet, plus besoin de rien ni de personne. Le problème que je trouve dans cette façon de penser, c'est que ça va engendrer des dérives telles que, puisque je crois dans cette idée, je vais influencer le plus grand nombre possible aussi,
avec cette idée, je vais contaminer tout le monde. Les plus vulnérables face à cette proposition d'idée, finalement, le runner sera cette personne vulnérable que lorsqu'il se retrouvera face à cette proposition d'idée, il va entièrement adhérer puisque il sera probablement dans le déni et dans la fuite de cette relation. C'est séduisant. Puisque c'est séduisant. C'est une idée séduisante, mais qui est fausse. Exact. Donc, est-ce qu'on traverse plusieurs fois cette étape en fait de la flamme jumelle? Est-ce qu'on traverse plusieurs fois, par exemple, la nuit noire de l'âme? Je pense qu'à mes yeux, non, je pense qu'on traverse qu'une seule fois ces étapes-là. Par contre, la perception que l'on a des étapes dans lesquelles on est, l'évolution que l'on peut avoir soi-même, effectivement, là, je pense que la perception, c'est un peu comme la météo, c'est-à-dire qu'on peut vous donner la température qu'il fait et la température perçue. Voilà, c'est pas la même chose, c'est-à-dire que il va faire grand soleil et il va faire 35 degrés, mais il y aura du Mistral, donc température perçue 29 degrés. Voilà. Eh bien, là c'est un peu la même chose, on peut avoir l'impression d'avoir passé en fait certaines étapes et des choses vont faire que on va se retrouver à nouveau dans un ressenti complètement identique à l'étape dans laquelle en fait on est depuis déjà un moment et qu'on n'a pas encore su quitter. Enfin, voilà. Mais encore une fois, le but de la nuit noire de l'âme, par exemple, c'est vraiment de détruire l'ego pour obliger la personne, justement, comme on disait tout à l'heure, à aller dans l'intériorité à la rencontre de ses ombres personnelles, pour vraiment apprendre à s'aimer lui-même, à se comprendre et à se connaître. Et donc, tant qu'il y a de l'ego, tant qu'il y a un mensonge sur soi-même, un déni intérieur, eh bien, l'étape de la nuit noire de l'âme, en fait, elle se justifie. Il est tout à fait possible que pendant une période, par exemple, je ne sais pas moi, pendant un mois, on est très très mal, et puis le mois suivant, et pendant 4 mois, parce qu'on adore l'été, puis c'est la période d'été, parce qu'on a un nouveau job, pour la période d'été, on va faire un travail, en fait, et on va avoir des interactions avec les gens qui vont être peut-être soit plus détendus pour un chaser, soit plus authentiques pour un runner, et on va avoir la sensation qu'on n'est plus du tout dans la nuit noire de l'âme, que tout roule parfaitement bien, parce que d'une certaine manière, la source va porter nos efforts pendant cette période-là, puisqu'on est en train de faire un bon travail en fait personnel, et on est censé comprendre des choses dans ce qu'on est en train de vivre. Et puis peut-être que au bout de 3-4 mois, le job sera fini, on va reprendre nos anciennes habitudes, on va reprendre un job qu'on n'aime pas, ou alors accepter quelque chose juste parce que l'univers nous l'a proposé, alors que c'est pas ça qu'on doit faire, enfin c'est pas ça qu'il nous faudrait plutôt. Et là on va avoir cette sensation qu'on a rebasculé en nuit noire de l'âme, mais dans les faits, on n'aura pas. Il n'aurait eu qu'un soulagement, voilà, de l'intensité, de la douleur, de la souffrance de cette période. Et puisque la personne retourne à ses mauvaises habitudes, on pourrait le dire, ou elle prend un mauvais chemin qui va à l'encontre de toutes les avancées qu'elle a fait pendant les dernières semaines passées, elle va ressentir à nouveau cette lourdeur qui va venir s'intensifier. Voilà, je crois que c'est le mot. Oui. Donc, oui, c'est juste une sensation de je suis de nouveau dans la nuit noire de l'âme. Non, tu n'es jamais sorti. Elle vient juste de se réactiver plus fortement puisque tu es de nouveau dans tes mauvaises habitudes. Oui, encore une fois, il y a 3 états qu'on traverse continuellement, qu'on peut traverser plusieurs fois dans une journée, ou dans une semaine, ou dans un mois, ça c'est certain. C'est l'état de mal-être et de souffrance, qu'on connaît très bien dans la nuit noire de l'âme. L'état de neutralité, qui est donc fatalement une absence de souffrance, et puis l'état de bien-être et de joie. On ne peut pas continuellement être dans l'état de bien-être et de joie, c'est une évidence.
Donc pour rebondir sur le courant New Age qui est toujours en quête et dans une prétention qu'on est capable de rester dans cet état de joie, bien-être, positivité H24 tout le temps. Et à chaque fois qu'il y a un petit caillou dans notre chemin, on crie à le scandale puisque c'est un pervers narcissique qui vient saboter notre joie. Alors que c'est pas comme ça, c'est pas possible. C'est... Voilà, oui. Des ondulations. Oui, c'est exactement ça. Encore une fois, là on est dans des états, et par exemple l'état d'unicité, comme son nom l'indique, c'est un état. Un état, c'est pas quelque chose de permanent, en fait. C'est quelque chose, on rentre dedans, on le traverse, on rentre et on stagne, on rentre et on le traverse fugacement, on le frôle et on ne l'atteint pas. Voilà, vous n'êtes pas continuellement en état de joie, on est difficilement, en tout cas il faut, je pense, un vrai bon travail personnel, vraiment de confrontation aux ombres intérieures, et puis il faut un bon thérapeute aussi, on va pas se mentir non plus, qui donne des bons outils, pour atteindre effectivement cet état d'unicité, puis surtout savoir que cet état existe, qu'il est là, et que cet état on l'a connu qu'avec le jumeau. On l'a connu au début de la relation, cet état-là, par la complémentarité que l'autre nous apportait, puis la complémentarité que nous on lui apportait, ça on ne le sentait pas. Donc voilà. Oui. Mais ce dont on se rendait compte, c'est ce que l'autre, en fait, nous apportait comme bien-être. Et à cet instant-là, on était dans l'état d'unicité. Mais c'est un état d'unicité tributaire de l'autre, de sa présence. Donc c'est un vrai problème, parce que s'il ne veut pas rentrer en résonance avec nous, parce qu'il a soudainement ses peurs qui s'activent, notre état d'unicité, on en est éjecté. Donc on n'est plus dedans. Mais comme on est devenu accro, très vite, très très rapidement, c'est comme la joie la plus totale et la plus ultime qu'on ait pu ressentir, on va vouloir la revivre toute notre vie. Et là c'est pareil, l'autre va devenir indispensable en fait à notre bien-être et notre équilibre. Donc dans ces moments où on va pouvoir nous-mêmes, par nous-mêmes, réatteindre l'unicité, peut-être sans en avoir conscience et sans s'en rendre compte, on peut avoir l'impression de plus être dans la nuit noire de l'âme. Et ensuite on reprend nos anciennes habitudes et on rebascule dedans. Ça c'est l'impression que l'on a, la sensation que l'on a. Mais c'est pas certain du tout, en fait, qu'on soit sorti véritablement de l'étape, par exemple, de nuit noire de l'âme. Donc pour répondre définitivement à cette question-là, effectivement, pour clôturer cette question-là, je pense que non, on traverse les étapes qu'une seule fois, mais la perception qu'on en a peut nous donner l'impression de cycle, peut donner l'impression de relivraison de la nuit noire de l'âme ou d'une étape. D'ailleurs, c'est comme ça que je l'avais formalisé de manière simpliste, sans trop rentrer dans des explications dans mes différentes vidéos. Aujourd'hui, avec un peu de recul, je peux affiner, puis surtout là, on a un format qui nous permet de détailler un petit peu plus les choses, mais effectivement, non, je pense que les 7 étapes, en fait, on peut y être pour parfois plusieurs années avant de réellement passer, en fait, les étapes supérieures. Clôturer chaque étape entièrement, du début jusqu'à la fin, et ça va durer justement, ça dépend du parcours de chaque personne, voilà, du niveau de lucidité et la volonté aussi d'avancer, et c'est justement pour ça qu'on ne peut pas mettre tout le monde dans un même sac, puisque chaque personne est différente. Exactement. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Oui, je pense qu'on a fait le tour des questions, entre guillemets, qui font appel vraiment aux idées reçues les plus basiques de la AFJ. On aura d'autres rendez-vous. On espère que ce format vous plaira. Laissez-nous savoir dans les commentaires si vous avez des idées reçues que vous avez entendues ou que vous-même vous avez cette croyance. Écrivez-nous, faites-nous parvenir cette question directement à nous par email ou par les commentaires sous la vidéo. Et on tentera d'y répondre lors d'une prochaine vidéo, sachant qu'on a déjà un certain nombre d'idées reçues et différents thèmes, de toute façon, pour chaque vidéo. Ça a été un plaisir de vous recevoir dans cette vidéo et dans ce nouveau format. On vous donne rendez-vous lors d'une prochaine vidéo à venir. Prenez soin de vous, à très bientôt.